L'an 2440. Rêve s'il en fut jamais. De Louis-Sébastien Mercier. Chapitre 34. Sculpture et gravure. La sculpture, non moins belle que sa sœur aînée, étalait à son côté les merveilles de son ciseau. Il n'était plus prostitué à ces Crésus impudents, qui avilissaient l'art en l'occupant à tailler leur vénale figure ou autre sujet aussi méprisable qu'eux. Les artistes pensionnés par le gouvernement consacraient leur talent au mérite et à la vertu. On ne voyait plus, comme dans nos salons, à côté du buste de nos rois et sur la même ligne, le vil publicain qui les vole et les trompe, offrir sans pudeur sa basse physionomie. Un homme digne des regards de la postérité s'était-il avancé dans une carrière semée de faits mémorables? Un autre avait-il fait une action grande et courageuse? Alors l'artiste échauffé se chargeait de la reconnaissance publique, il modelait en secret un des plus beaux traits de sa vie, sans y ajouter le portrait de l'auteur, il présentait tout à coup son ouvrage, et obtenait la permission de s'immortaliser avec le grand homme. Ce travail frappait tous les yeux, et n'avait pas besoin d'un froid commentaire. Il était expressément défendu de sculpter des sujets qui ne disaient rien à l'âme, par conséquent on ne gâtait point de beau marbre ou d'autres matières aussi précieuses. Tous ces sujets licencieux qui bordent nos cheminées étaient sévèrement bannis. Les honnêtes gens ne concevaient rien à notre législation, lorsqu'ils lisaient dans notre histoire que dans un siècle où l'on prononçait si fréquemment le nom de religion et de mœurs, des pères de famille étalaient des scènes de débauche aux yeux de leurs enfants, sous prétexte que c'étaient des chefs-d'œuvre. Ouvrage capable d'allumer l'imagination la plus tranquille, et de précipiter dans le désordre des âmes neuves, ouvertes à toutes les impressions. Il gémissait sur cet usage public et criminel de dépraver les cœurs avant qu'ils fussent formés. Un artiste, avec lequel je m'instruisis, eut soin de m'informer de tous ces grands changements. Il me dit que dans le XIXe siècle il se trouva une disette de marbre, de sorte qu'on eut recours à cette multitude ignoble de bustes de financiers, de traitants, de commis, c'étaient autant de blocs tout préparés, on les tailla beaucoup plus avantageusement et l'on sut en tirer des têtes plus heureuses. Je passai dans la dernière galerie, non moins curieuse que les autres par la multiplicité des ouvrages qu'elle présentait. Là était rassemblée la collection universelle de dessins et de gravures. Malgré la perfection de ce dernier art, on avait conservé les ouvrages des siècles précédents, car il n'en est pas d'une estampe comme d'un livre, un livre qui n'est pas bon par là même est mauvais, au lieu qu'une estampe qui se voit d'un coup d'œil sert toujours d'objet de comparaison. Cette galerie, qui devait son origine au siècle de Louis XV, était bien différemment arrangée. Ce n'était plus un petit cabinet, au milieu duquel une petite table pouvait à peine contenir une douzaine d'amateurs, où l'on venait 10 fois inutilement pour trouver une place. Encore ce petit cabinet ne s'ouvrait-il que certains jours, c'est-à-dire, le 10e de l'année tout au plus, qu'on rognait encore sur le moindre prétexte et à la moindre fantaisie du directeur. Ces galeries étaient ouvertes chaque jour, et confiées à des commis affables et polis, qu'on payait exactement, afin que le public fût servi de même. Dans cette salle spacieuse on trouvait à coup sûr, la traduction de chaque tableau ou morceau de sculpture enfermé dans les autres galeries, elle contenait l'abrégé de ces chefs-d'œuvre qu'on avait pris soin d'immortaliser et de répandre autant qu'il était possible. La gravure est aussi féconde et aussi heureuse que la typographie, elle a l'avantage de multiplier ses épreuves, comme l'imprimerie ses exemplaires, et par son moyen chaque particulier, chaque étranger peut se procurer une copie rivale du tableau. Tous les citoyens décoraient sans jalousie leurs murailles de ces sujets intéressants qui présentaient des exemples de vertu et d'héroïsme. On ne voyait plus de ces prétendus amateurs, non moins vétilleux qu'ignorants, poursuivre une perfection imaginaire aux dépens de leur repos et de leur bourse, et toujours dupés, et surtout être bien fait pour l'être. Je parcourus avec avidité ces livres volumineux où le burin décrivait avec tant de facilité et de précision les contours et même les couleurs de la nature. Tous les tableaux étaient parfaitement saisis,
mais on avait donné encore plus de soin à tous les objets relatifs aux arts et aux sciences. Les planches de l'encyclopédie avaient été refaites entièrement, et l'on avait veillé avec plus d'attention à l'exactitude rigoureuse qui devient alors le suprême mérite, parce que la moindre erreur est d'une conséquence extrême. J'aperçus un magnifique cours de physique traité dans ce goût, et comme cette science porte surtout au sens, c'est aux images qu'il appartient, peut-être, de la faire concevoir dans toutes ses parties. On savait estimer l'art qui reproduit tant d'images utiles, on lui donnait de nouvelles preuves de considération. Je remarquai que tout se faisait dans le vrai goût, qu'on suivait la manière des Gérard Audran, qu'elle était même approfondie, perfectionnée. Les vignettes des livres ne s'appelaient plus que des cochins, tel était le mot que l'on avait substitué à tant de mots misérables, tels que cul de lampe, etc. Les graveurs avaient enfin abandonné cette funeste loupe qui leur perdait la vue de toute façon. Les amateurs de ce siècle n'étaient plus admirateurs de ces petits points ronds qui faisaient tout le mérite des gravures modernes, ils donnaient la préférence à un travail large, précis, aisé, et disant tout avec quelques traits justes et noblement dessinés. Les graveurs consultaient docilement les peintres, et ceux-ci à leur tour se gardaient bien d'affecter les caprices d'un maître. Ils s'estimaient, ils se voyaient comme égaux et comme amis, et se donnaient bien de garde de rejeter l'un sur l'autre les défauts de l'ouvrage. D'ailleurs la gravure était devenue très utile à l'État par le commerce d'estampes qu'on faisait dans les pays étrangers, et c'était de ces artistes qu'on pouvait dire. Sous leurs heureuses mains le cuivre devient or. Chapitre 35 Salle du trône. Je ne quittai ces riches galeries qu'avec le plus vif regret, mais dans mon insatiable curiosité, jaloux de tout voir, je rentrai dans le centre de la ville. Je vis une multitude de personnes de tout sexe et de tout âge qui se portaient avec précipitation vers un portique majestueusement décoré. J'entendais de côté et d'autre. Hâtons nos pas. Notre bon roi est peut-être déjà monté sur son trône, nous ne le verrions pas d'aujourd'hui. Je suivis la foule, mais ce qui m'étonnait fort, c'est que des gardes farouches n'opposaient aucune barrière aux empressements du peuple. J'arrivai dans une salle immense, soutenue par plusieurs colonnes. J'avançai, et je parvins à voir le trône du monarque. Non, il est impossible de concevoir une idée plus belle, plus noble, plus auguste, plus consolante de la majesté royale. Je fus attendri jusqu'aux larmes. Je ne vis ni Jupiter tonnant, ni appareil terrible, ni instrument de vengeance. 4 figures de marbre blanc, représentant la force, la tempérance, la justice et la clémence, portaient un simple fauteuil d'ivoire blanc, élevé seulement pour faciliter la portée de la voix. Ce siège était couronné d'un dais suspendu par une main dont le bras semblait sortir de la voûte. À chaque côté du trône étaient 2 tablettes, sur l'une desquelles étaient gravées les lois de l'État et les bornes du pouvoir royal, et sur l'autre les devoirs des rois et ceux des sujets. En face était une femme qui allaitait un enfant, emblème fidèle de la royauté. La première marche, qui servait de degré pour monter au trône, était en forme de tombe. Dessus était écrit en gros caractères, l'éternité. C'était sous cette première marche que reposait le corps embaumé du monarque prédécesseur, en attendant que son fils vînt le déplacer. C'est de là qu'il criait à ses héritiers qu'ils étaient tous mortels, que le songe de la royauté était prêt à finir, qu'ils resteraient alors seuls avec leur renommée. Ce lieu vaste était déjà rempli de monde, lorsque je vis paraître le monarque revêtu d'un manteau bleu qui flottait avec grâce. Son front était ceint d'une branche d'olivier, c'était son diadème, il ne marchait jamais en public sans ce respectable ornement qui en imposait aux autres et à lui-même. Il se fit des acclamations lorsqu'il monta sur son trône. Il ne paraissait pas indifférent à ses cris de joie. Mais à peine fut-il assis qu'un silence respectueux s'étendit sur cette nombreuse assemblée. Je prêtai une oreille attentive. Ses ministres lui lurent à haute voix tout ce qui s'était passé de remarquable depuis la dernière séance. Si la vérité eût été déguisée,
le peuple était là pour confondre le calomniateur. On n'oubliait point ses demandes. On rendait compte de l'exécution des ordres ci-devant donnés, et cette lecture était toujours terminée par le prix journalier des vivres et des denrées. Le monarque écoutait, et d'un signe de tête approuvait ou remettait les choses à un plus ample examen. Mais si du fond de la salle il s'élevait une voix plaignante et condamnant quelques articles, fût-ce un homme de la dernière classe, on le faisait avancer dans un petit cercle pratiqué au pied du trône. Là il expliquait ses idées, et s'il se trouvait d'avoir raison, alors il était écouté, applaudi, remercié. Le souverain lui jetait un regard favorable, si, au contraire, il ne disait rien que d'absurde, ou grossièrement fondé sur un intérêt particulier, alors on le chassait avec ignominie, et les huées des assistants l'accompagnaient jusqu'à la porte. Chacun pouvait se présenter sans autre crainte que celle d'attirer la dérision publique, si ses vues étaient fausses ou bornées. 2 grands officiers de la couronne accompagnaient le monarque dans toutes les cérémonies publiques, et marchaient à ses côtés. L'un portait au haut d'une pique une gerbe de bled, et l'autre un cep de vigne, c'était afin qu'il n'oubliât jamais que c'étaient là les 2 soutiens de l'État et du trône. Derrière lui le panetier de la couronne, ayant une corbeille remplie de pain, en donnait un à chaque indigent qui réclamait son assistance. Cette corbeille était le surthermomètre de la misère publique, et lorsque le panier se trouvait vide, alors les ministres étaient chassés et punis, mais la corbeille demeurait pleine et attestait l'abondance publique. Cette auguste séance se tenait une fois par semaine, et durait 3 heures. Je sortis de cette salle, le cœur pénétré, et aussi rempli de respect pour ce roi que pour la divinité même, l'aimant comme un père, l'honorant comme un Dieu protecteur. Je conversai avec plusieurs personnes de tout ce que je venais de voir et d'entendre, ils étaient surpris de mon étonnement, toutes ces choses leur semblaient simples et naturelles. « Pourquoi, me dit l'un d'eux, avez-vous la fureur de comparer ce temps présent à un vieux siècle bizarre, extravagant, où l'on avait de fausses idées sur les matières les plus simples? Où l'orgueil jouait la grandeur, où le faste et la représentation étaient tout, et le reste rien, où la vertu enfin n'était regardée que comme un fantôme, pur ouvrage de quelques philosophes rêveurs. » Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.